Microstockholm. Oh, vous êtes là. Soyez le bienvenu. C'est un grand honneur de vous accueillir une nouvelle fois. On me dit que les coups vont pleuvoir aujourd'hui. Allez, c'est par là. Ne sous-estimez pas les heures du Nord. Tu ne seras jamais digne de prendre ma suite dans notre lignée. La rivière suit son cours, le guerrier suit son temps. Le kung-fu doit-il séparer le pays? Le kung-fu exige d'avancer, mais celui qui oublie de regarder en arrière ne fait que la moitié du chemin. J'ai hâte d'arriver au sommet. Salut à tous et bienvenue dans Hcast, le podcast ciné HK et asiatique. On espère que vous allez bien, on enregistre toujours en période de confinement actuellement. Je suis Marvin Montes, je suis avec Erwan Kirok. Comment ça va? Ça va et toi? Ah bah écoute, ça va plutôt pas mal. On fait comme on peut, hein. Ouais, c'est sûr. La dernière fois, on s'était occupé d'un grand classique de l'action puisque c'était Hard Boiled dans le premier épisode. Et là, on va faire le grand écart. Alors c'est pas spécialement un jeu de mots, mais on va se rapprocher un peu plus de la légende de Ip Man avec un film de Wong Kar-wai qui s'appelle The Grandmaster. Donc pour ce deuxième épisode. Tout à fait, The Grandmaster, donc de Wong Kar-wai. Wong Kar-wai, réalisateur très estimé dans son pays et à Hong Kong, plutôt dans la vague du cinéma d'auteur, hein. Un cinéaste donc très apprécié à Cannes par exemple, où avec In the Mood for Love, il avait connu la consécration mondiale et la reconnaissance du grand public. Alors comme la dernière fois, hein, je vais commencer par égrener un tout petit peu le sommaire. On va se poser les mêmes questions. On va se demander The Grandmaster c'est quoi, on va parler un peu du contexte. Ensuite on se posera les questions un petit peu les plus importantes, donc The Grandmaster, comment c'est fait, et on finira par l'impact du film sur son auteur et ses acteurs. Donc voilà, si t'es prêt, on peut y aller tout de suite. Écoute, je suis prêt, allons-y. Je veux vous quitter en ouvrant la voie. Nous allons organiser un combat amical. J'y affronterai un maître que vous aurez désigné. C'est lui qui représentera les arts du Sud. Choisissez le meilleur. Alors, la première question, The Grandmaster, qu'est-ce que c'est? The Grandmaster, ça nous raconte l'histoire de Ip Man, qui est un grand maître du Wing Chun, donc un grand maître de Kung Fu, qui se voit proposer un défi par un autre grand maître qui représente un autre style et qui vient du Nord. Et ce premier défi, en fait, va avoir un effet boule de neige sur la vie de Ip Man, parce qu'il va rencontrer une jeune femme qui est jouée par Zhang Yi, et ça va être le début d'une romance à travers la guerre et à travers l'histoire. C'est une histoire qui s'étale des années 30 jusqu'à terminer environ dans les années 50 en fait, à partir du moment où il va commencer à véritablement enseigner. Maître Yip, avec mes gars, on veut apprendre des prises pour se défendre. J'ai entendu parler de vous dans le quartier, mais je préfère voir par moi-même. Va fermer. Hey, tu te crois où, là? T'as vu combien on est? T'as que 2 pieds et 2 mains. Tu comptes faire comment? Je n'ai que 2 mains, mais j'ai 8 pieds. C'est déjà beaucoup pour tes gars. Et crois-moi, il en restera pour toi. Wong Kar-wai a choisi de parler d'Ip Man, qui est un personnage qui est aujourd'hui traité comme une légende très populaire dans le cinéma chinois. On pense notamment au fameux film Ip Man, 4 films, dans lesquels le personnage est interprété par Donnie Yen. C'est une nombreuses adaptations de la légende de Ip Man, qui est surtout connu pour avoir été le maître de Bruce Lee en fait. Alors moi personnellement, je l'ai découvert par le film Ip Man avec Donnie Yen, mais je le connaissais pas du tout avant, c'était quelque chose de tout nouveau. Il est arrivé dans les années 2000, et en fait ça a créé un intérêt pour cette personne qui a été visitée et revisitée, et donc de manière assez inattendue finalement par Wong Kar-wai, qui n'était pas le premier cinéaste qu'on attendait pour la légende d'Ip Man, à laquelle il apporte sa propre sensibilité d'ailleurs. Alors on va en reparler je pense ensuite, hein, mais que ce soit cette adaptation-là ou les films de Wilson Yip, donc qui était réalisateur des films Ip Man, donc avec Donnie Yen, on n'est pas extrêmement proche de la réalité historique. Hein. Voilà, il y a beaucoup d'éléments romancés toujours dans ces films-là. Enfin, la véritable histoire de Ip Man, bon, il y a beaucoup de choses qui sont quand même éludées. L'histoire de Ip Man est toujours très romancée, ce qui a, je pense, attisé beaucoup la curiosité des cinéastes. Et justement, si on dit on va faire un film sur le maître de Bruce Lee, tout de suite, on a forcément une approche qui va pas forcément être historique, mais qui va être très fantasmée, parce que Bruce Lee a une aura tellement incroyable que ça va rejaillir sur les personnes, les personnages qui sont autour de lui. Le maître de Bruce Lee se doit forcément d'être quelqu'un d'exceptionnel. Je ne suis pas digne de vous représenter. Mon style a peu d'adeptes, alors que le Hong, le Lao ou le Choi ont fait école. En outre, vous êtes tous mes aînés. Vous êtes des maîtres reconnus. Ce n'est pas ma place. Tu dois y aller. Notre réputation dépend de la victoire. Le Sud compte sur toi! On va pouvoir avancer sur le contexte, je pense, parce que c'est un film, en fait, qui a eu une gestation assez compliquée, qui a mis en tout
8 ans, il me semble, de préparation. Effectivement, en me renseignant sur le film, j'ai vu qu'il y avait, comme tu dis, une très longue gestation. Wong Kar-wai n'est pas étranger à ça. Non, comme assez souvent. Hein. J'ai une anecdote que j'ai récupérée. J'ai eu plusieurs conversations en fait avec un collaborateur de Wong Kar-wai qui a travaillé avec lui sur plusieurs projets et qui me racontait que Wong Kar-wai était un des rares, voire peut-être le seul cinéaste au monde, et en tout cas chinois, à pouvoir commencer un film, à disparaître pendant 2-3 mois, vraiment en laissant ses équipes toutes seules. Donc tout le monde s'arrête de travailler, et il revient quelques mois plus tard et décide de terminer son film. Et personne ne lui dit rien, parce que c'est Wong Kar-wai. En fait, je pense qu'il a une culture assez maladive, c'est assez connu du mystère, en fait. Déjà, au moment où il est sur le projet The Grandmaster, c'est assez tôt après My Blueberry Nights. Il a eu très très tôt le projet donc de parler de la légende de Ip Man, et d'ailleurs, avant même que les films de Wilson Yip se mettent en branle, en fait. Donc, il était un petit peu le premier, et ça a créé des conflits, puisque les producteurs de Wilson Yip, pour les films avec Donnie Yen, voulaient appeler leur saga The Grandmaster Ip Man. Ça ne l'a pas fait, puisque le projet The Grandmaster appartenait déjà à Wong Kar-wai, et je crois qu'ils ont mis 6 ans de préparation et 3 ans de tournage. C'est assez hallucinant. Ouais, c'est assez hallucinant, et c'est venu en premier du fait que Wong Kar-wai, il a fait un choix assez tranché de prendre en fait des acteurs pour jouer les premiers rôles et non pas simplement des artistes martiaux. On voit tout de suite que le choix de prendre donc Tony Leung Chiu-wai comme acteur principal, qui n'est pas quelqu'un qui a été formé aux arts martiaux, et on sent justement cette ambition de Wong Kar-wai. L'intérêt de son film ne va pas être le kung-fu, ça va être vraiment sur la romance, sur les sentiments. C'est quelque chose que de toute façon on retrouve dans toute sa filmographie. Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que Wong Kar-wai dit lui-même qu'il attendait depuis des années de trouver un angle pour faire un vrai film de kung-fu, puisqu'en fait, on l'a pas dit, mais c'est son premier film de kung-fu en fait. C'est son premier film de kung-fu traditionnel, dans le sens où il a réalisé un film qui s'appelle Les Cendres du Temps, un de ses premiers films qui était un film plutôt de sabre, mais encore une fois très contemplatif. Et donc en fait là c'est vraiment de kung-fu, de combat à main nue. C'est son premier film, et c'est aussi pour ça qu'il s'est très bien entouré, parce qu'il a pris le fameux chorégraphe Yuen Woo-ping pour le suivre dans cette aventure. Je pense que grand bien lui en a fait, mais effectivement c'est sa première aventure dans le film de kung-fu, et c'est complètement inattendu quand on connaît la filmographie d'un cinéaste qui finalement s'intéresse beaucoup plus à la romance qu'au kung-fu. Quand on se dit Wong Kar-wai va adapter l'histoire de Ip Man, le grand maître de Bruce Lee, on se dit que ça va castagner. C'est le cas, mais ce n'est pas du tout le focus du réalisateur. Non, et puis les combats ont pas du tout en fait la forme à laquelle on aurait pu s'attendre. Alors j'ai regardé quand même, Wong Kar-wai dans sa carrière, il a collaboré sur des scènes d'action plutôt avec Sammo Hung, ce qui m'avait un petit peu étonné d'ailleurs. Ah oui, je savais pas. Ouais. Il avait plutôt collaboré avec Sammo Hung, et là donc il passe à Yuen Woo-ping, qui est peut-être un petit peu le parrain de la chorégraphie, en tout cas un des mecs les plus brillants que vous se trouvez dans cette discipline-là. Peut-être le plus brillant. Oui, certainement. Et donc il a pris le pari en fait d'utiliser son acteur fétiche, parce que Tony Leung c'est son acteur quasiment fétiche en fait. Je crois qu'il joue dans 6 films de Wong Kar-wai avant... Il joue dans 7 films de Wong Kar-wai. Avec The Grandmaster. Avec The Grandmaster. Il y a Nos années sauvages, Les Cendres du Temps, Chungking Express, Happy Together, In the Mood for Love, 2046 et The Grandmaster. Le point de vue, on va dire, tranché avec les films de Wilson Yip, donc les films Ip Man, c'est que Donnie Yen est un artiste martial exceptionnel. Je pense qu'il a pas grand chose à prouver, mais bon, je pense qu'il n'est pas la moitié de l'acteur qu'est Tony Leung, puisque Tony Leung est vraiment un grand acteur dramatique, on pourrait dire, hein, quand on pense à tous ces films là que t'as cités. Et en fait, ce qui s'est passé avec Tony Leung, c'est qu'il disait lui-même ne jamais avoir pratiqué d'arts martiaux vraiment de manière sérieuse avant de se préparer pour The Grandmaster en fait. Et il s'est fait briser le bras par Yip Ching, qui est le fils de Ip Man. C'est vrai. C'est lui qui, au cours d'un entraînement, lui a brisé le bras alors qu'il préparait la scène d'intro du film. D'accord. Tout a été repoussé en fait pour que Tony Leung puisse se remettre, quoi. Parce que Wong Kar-wai tenait absolument à filmer en premier cette scène d'intro, parce que il comprenait que le public avait du mal à voir Tony Leung dans un rôle de maître des arts martiaux, parce qu'il l'avait jamais fait avant. Il voulait le rendre crédible immédiatement en fait. Et c'est vrai que la première scène est hyper impressionnante, elle dure quasiment 10 minutes je crois. Il y a plus de soucis vraiment de crédibilité après, quoi. Effectivement, quand on voit cette première scène qui joue beaucoup sur les éléments, hein, c'est une scène qui se déroule sous la pluie, c'est assez incroyable, d'autant plus que se focalise effectivement sur les éléments à travers le combat, sur même pas des acteurs en mouvement, sur des vêtements en mouvement, la pluie, les gouttes qui tombent au ralenti sur le chapeau qui est en train de tourner sous la pluie, enfin, c'est extrêmement esthétique. En même temps, ça a dû demander un travail absolument considérable. Dernière chose que je voulais placer dans le contexte, c'est que c'est pas une production à 100% hongkongaise ou chinoise. C'est qu'on a quand même des Américains qui sont à la distribution. Donc c'est Annapurna Pictures. Et donc à la production, carrément, on a Megan Ellison, qui est une productrice américaine assez connue. Et d'ailleurs, quand tu regardes sa filmographie, je crois que c'est le seul film non américain qu'elle produit. C'était un film qui était un petit peu calibré quelque part pour être quand même envoyé aux Oscars, hein. Comme je disais, l'image est absolument magnifique. Enfin, le film est absolument magnifique d'un point de vue visuel, d'un point de vue technique. Le film est une claque, hein.
mais c'est pas nouveau que Wong Kar-wai, qui lui a toujours été très intéressé par la photographie, soit justement si intéressé par la lumière, la composition, et il travaille avec des collaborateurs extrêmement proches. D'ailleurs, il a beaucoup de collaborateurs qui, malgré sa réputation, travaillent pendant plusieurs projets avec lui, en fait. Et qui acceptent des conditions difficiles de tournage, hein. Comme tu disais, Wong Kar-wai cultive une culture du secret. Il peut disparaître du jour au lendemain, corps et âme, et ne revenir que quelques temps plus tard. Et c'est pour ça que il y a quand même certains de ses collaborateurs qui sont venus une fois et qui n'en sont jamais revenus, en fait. Votre vie serait digne d'un opéra. Pourquoi vous l'imitez? Vous n'y jouez qu'un rôle, alors que vous avez tous les talents. Il ne vous manque que l'envie de regarder en arrière. Je ne pensais pas que vous me voyiez ainsi. Vous me flattez. Donc alors voilà, on va en arriver au sujet un petit peu épineux. The Grandmaster, comment c'est fait, et puis qu'est-ce qu'on en pense. C'est vrai que tu te dis Wong Kar-wai est pur film d'arts martiaux, parce que c'était quand même marketé et pensé comme un vrai pur film d'arts martiaux. Est-ce que ça match? Et c'est là toute la question en fait de ce film. On a parfois l'impression de voir quasiment deux films en fait. Deux films en un qui ont du mal à se parler en fait. Moi j'ai eu l'impression effectivement de retrouver Wong Kar-wai que les gens peuvent connaître à travers In the Mood for Love ou ses autres films. Quelqu'un effectivement qui fait un cinéma très contemplatif. Et quand on t'annonce un projet comme The Grandmaster et qu'on y associe le nom Wong Kar-wai à la réalisation, tu te poses des questions. Tu te dis mais à quoi ça va ressembler? Et effectivement, c'est un peu le bordel. En fait, il a un petit peu le cul entre deux chaises dans ce film. Entre le film de kung-fu calibré pour une sorte de grand public quand même. C'est un film qui devait s'exporter en fait, qui devait représenter Hong Kong aux Oscars. Et à côté de ça, Wong Kar-wai ne peut pas s'empêcher de faire du Wong Kar-wai quoi. C'est-à-dire qu'au niveau de la narration, c'est quand même hyper décousu du Grandmaster. En termes de narration, on a des personnages qui arrivent, qui repartent, notamment un, donc la lame interprétée par Chang Chen, qui lui débarque dans le récit. Et c'est un personnage qui est très charismatique. Et qu'on te présente juste en voix off. Effectivement. Et qui est poursuivi par les soldats, par le pouvoir en place. On le retrouve, je dirais, une demi-heure, 3/4 d'heure plus tard. Il a sa scène d'action où il tabasse tout le monde. Et c'est fini. Entre-temps, t'as une ellipse temporelle qu'on t'aura pas forcément signalée non plus. C'est quelque chose qui court pendant tout le film, puisque le timeline du film est assez dur à suivre. C'est-à-dire que ça démarre dans les années 30, ça se termine dans les années 50. Après, t'as pas vraiment d'éléments, à part les éléments purement historiques, qui vont te dire à quelle période exactement ça se passe. Et même au niveau géographique, tu sais pas toujours très bien où se déroule l'action. Ces films ont une temporalité qui est très élastique en fait. C'est quelque chose qu'on remarque dès ces premiers films. Si vous essayez de regarder Les Cendres du Temps, vous verrez que c'est 3 ou 4 récits condensés où les personnages se croisent, reviennent, repartent, et on a ça alors beaucoup plus lisible dans The Grandmaster. C'est assez perturbant en fait, même quand on est habitué au cinéma d'auteur, à voir ce jeu sur la temporalité, ça rend l'implication dans les histoires et l'identification aux personnages très compliqué. C'est pour ça que moi personnellement en tant que spectateur, je me suis plus facilement accroché à l'histoire de Zhang Yi parce que elle était pour moi plus compréhensible et finalement plus simple. Mais au final, il est hyper rentré, Tony Leung, puisque Zhang Yi serait quasiment le personnage principal du film en fait, puisque tous les enjeux sont autour d'elle. Moi je dirais que même c'est le personnage le plus intéressant du film en fait, parce que au niveau du récit, son histoire à elle, c'est une histoire de vengeance. Pour simplifier les choses, elle veut venger son père qui était un grand maître du Nord, assassiné par son meilleur disciple. Tuer son maître, c'est trahir le clan. C'est impardonnable. Il n'y a rien de plus abject. Je dois agir. Je ne peux tolérer un tel affront. Le destin en a décidé. Je n'aurai jamais le droit de continuer dans la voie des arts martiaux, mais personne n'oubliera ce que je vais faire. Le fameux grand maître qui est sur le déclin, qui est sur la fin, doit en quelque sorte se trouver un successeur. Et donc il a le choix entre l'héritage du sang, donc sa fille, et l'héritage un petit peu de son savoir, qui est son meilleur disciple. Potentiellement une troisième voie qui serait Ip Man. Mais très vite elle est éloignée et on suit beaucoup plus l'histoire de Zhang Ziyi qui interprète le personnage de Gong He. En fait c'est une sorte de rivalité entre plusieurs potentiels grands maîtres. C'est pas un film sur The Grandmaster quoi. Mon père disait qu'un maître doit connaître les 3 domaines de l'existence. Son être intérieur, le ciel et la terre, et ses frères humains. Je sais qui je suis. J'ai vu le ciel et la terre. Ce qui m'a manqué, c'est de connaître mes semblables. C'est une route que je n'ai pas suivie. Je souhaite qu'elle t'apporte le bonheur. On a une romance qui est amorcée au début. Elle l'admire dans son combat contre son père. Il y a un début de romance. Et après, c'est complètement éclipsé pendant les 3/4 du film, ça revient à la fin.
comme un cheveu sur la soupe. C'est un petit peu compliqué cette scène finale. Enfin, c'est pas la scène finale, mais c'est un petit peu compliqué. Ouais. Et moi, en termes de récit, dès le début du film, ce qui m'a un peu choqué, c'est la voix off, en fait. Beaucoup d'explications, d'introduction au contexte. Je suppose vraiment que la voix off a été rajoutée pour clarifier le récit. Parce que c'est quelque chose d'assez inhabituel, la voix off, comme ça, qui va amorcer le récit dès le début du film. Ça m'a beaucoup clarifié les choses, mais j'ai senti que c'était vraiment un ajout de dernière minute. On a cette fameuse scène où Ip Man est en train de passer d'étage en étage, et à chaque étage, t'as un de ses soutiens qui lui explique un art martial différent. Notre style a été créé par le grand patriote Yue Fei. On se sert de son poing comme de la lance du soldat. Percer, trancher, parer, frapper, écraser. Ouais, j'ai beaucoup aimé cette scène. Ouais, mais c'est vraiment une scène de vulgarisation pure, par contre, quoi. Ah oui, bien sûr, on est très loin du Wong Kar-wai traditionnel, et on sent plus que c'est un effort du cinéaste. On est plus dans le film de kung-fu traditionnel. C'est une genre de scène que moi je verrais très bien, effectivement, dans un Ip Man avec Donnie Yen, par exemple. Et d'ailleurs, un de ses ennemis, je me suis dit, oh, dis donc, il est vieux, ce monsieur, pour faire du kung-fu, et qui est interprété par Yuen Woo-ping. Exactement, le chorégraphe du film. Pour terminer sur le scénario, il y a quand même quelque chose que j'apprécie pas mal, parce que je pense que vous l'aurez remarqué, tout ce qui est narratif dans The Grandmaster, c'est ce qu'on apprécie le moins quand même. Il y a quand même quelque chose qui est bien, c'est que le point de vue abordé est peut-être moins glorificateur, voire nationaliste, désolé pour les fans, que les films Ip Man. Ah, beaucoup moins. C'est-à-dire que là, on va vraiment aborder le déclin, en fait, de ces icônes-là. Vous avez déjà enseigné, Maître Yip? Pas pour gagner ma vie. Pourquoi vous le faites maintenant? Pour manger. Le film se passe historiquement, on est quand même en pleine invasion japonaise, en fait c'est ce qui va être l'élément un petit peu modificateur, et en même temps qui est considéré comme quelque part l'âge d'or des arts martiaux chinois. Et on va vraiment là montrer la déchéance de ces icônes-là, quoi. On va pas forcément les glorifier, puisqu'on a des grands maîtres qui vont faire la quête pour pouvoir continuer à manger, on a d'autres qui sont forcés de collaborer, et d'ailleurs c'est montré explicitement avec le gouvernement japonais, on en a d'autres qui se perdent un peu dans l'opium et qui risquent de faire complètement disparaître leur art martial. Donc voilà, on est vraiment pas dans la glorification, là où le problème, je pense, parfois des films Ip Man, c'est que, au-delà de leur modèle quelque part de best-of YouTube, alors c'est un petit peu péjoratif ce que je vais dire, non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Les scènes de combat sont chirurgicales, elles sont vraiment super, mais en dehors de ça, c'est quand même des films hyper nationalistes qui vraiment s'affranchissent complètement de la réalité historique, et ça peut être un petit peu agaçant, quoi. Ah non, mais c'est comme tu disais, les films Ip Man avec Donnie Yen, pour moi, hein, l'intérêt principal, ce sont les scènes de kung-fu. Tu fais presque avance rapide entre ces scènes. Par rapport à ce que tu disais sur la déchéance, c'est aussi un moment où le récit, je pense, prend de la hauteur. On voit ce personnage de Ip Man galère à manger et obligé de vendre ses capacités, ce qu'il ne faisait pas avant, pour pouvoir manger, pour pouvoir nourrir sa famille. Et c'était quelque chose de très intéressant. Je pense que le film devient beaucoup plus intéressant à partir du moment où la guerre intervient. Là, les personnages font face à des événements qui vont bouleverser leur vie, et forcément, ça devient beaucoup plus intéressant. Au mois d'octobre 1938, les Japonais prirent Foshan. L'armée réquisitionna notre maison. Si la vie a 4 saisons, nous passâmes brutalement du printemps à l'hiver. Personnellement, je trouve que Wong Kar-wai abuse un peu d'un effet qu'il utilise dans beaucoup de ses films, voire peut-être la totalité, qui sort d'effet de shutter, de caméra, tu sais, quand t'as l'impression que c'est une sorte de ralenti accéléré. C'est une question que je me posais d'ailleurs en me demandant si ça venait de ma copie de Blu-ray, mais... Non. Dans d'autres films de Wong Kar-wai, il le fait et ça passe très très bien. Mais là, on a presque des scènes entières au début, avec cet effet shutter, qui est tolérable pendant 5-10 secondes, mais au bout de 30 secondes, 1 minute, ça devient très difficile. Et moi, ça m'avait particulièrement choqué, justement, parce que je me rappelle d'un dialogue où, voilà, t'as un personnage qui parle, et paf, t'as le contre-champ, framerate ralenti, et paf, on repart sur le personnage, et on a retrouvé le framerate du début. Voilà, bon, c'est un choix artistique que j'ai pas compris, mais justement, on a quand même mis le doigt principalement sur les choses qui nous fâchent. Je pense qu'on peut quand même parler de ce qui me semble être une grande réussite dans The Grandmaster, c'est que c'est un film qui, plastiquement, est fabuleux, quoi. Et c'est une des grandes forces du cinéma de Wong Kar-wai en général. Je ne peux pas te dire le plaisir que ça a été pour moi de regarder et d'écouter The Grandmaster après avoir vu d'autres films HK des années 70-80, parce que je me suis complètement replongé dedans grâce et à cause de HCast. Et c'est vrai que d'avoir un film qui n'est pas doublé à la va-vite et qui est absolument magnifique au niveau de la photo, au niveau des décors, au niveau du son, au niveau de la musique, c'est absolument fabuleux. C'est quelque chose qu'on peut pas enlever au cinéma de Wong Kar-wai, c'est que c'est une claque visuelle et sonore absolue, et The Grandmaster est peut-être sa plus grande réussite à ce niveau-là. Je pense que c'est une des plus grandes réussites esthétiques, et d'ailleurs il travaille avec un chef-op français, Philippe Le Sourd, qui était assistant sur par exemple La Cité des Enfants Perdus, et il a aussi fait Les Proies de Sofia Coppola après The Grandmaster.
Mais alors du coup, on a beaucoup parlé de la légende d'Ip Man, on a un petit peu évoqué Yuan Whooping, mais qu'est-ce qu'on en pense des combats? Parce que c'était quand même quelque chose qui nous intéressait beaucoup dans un film qui parle de cette légende-là, quoi. Eh ben écoute, je vais te laisser ouvrir le bal là-dessus, parce que j'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Alors, en fait, moi, les combats, j'étais hyper surpris de la manière dont on nous présentait les scènes d'action dans The Grand Master, puisque on savait que les acteurs s'étaient énormément entraînés, hein. Ils ont filmé la majeure partie des scènes d'action en une prise. Ah ouais? Ouais. Et justement, c'est intéressant de faire la comparaison, encore une fois, avec les films de Wilson Yip, c'est que c'est vraiment pas du tout la même manière, en fait, d'appréhender les combats. Wong Kar-wai, il donne vraiment un aspect plus onirique, en fait, à ces combats. On va avoir énormément de ralentis, énormément d'inserts sur plein de petits détails et beaucoup de hors-champ, en fait. Il y a beaucoup de coups qui sont donnés hors-champ au point où on distingue pas toujours vraiment ce qui se passe pendant les combats, quoi. Mais c'est hyper abstrait, en fait. Si tu penses à la scène du train ou à la scène d'intro, c'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais et j'étais vraiment agréablement surpris. Je pense que personne ne filme les combats comme Wong Kar-wai et en même temps, je suis très heureux qu'il ait pris Yuan Whooping et qu'il ait changé de mentalité dans son approche des combats, parce que je vais reciter à nouveau Les Cendres du Temps, où les combats sont absolument incompréhensibles. On ne sait pas qui tape sur qui. On se dit des fois, ce qu'il vient de faire, ça doit être impressionnant, sauf que j'ai absolument rien compris vu que c'est filmé vraiment avec les pieds. Alors c'est très compliqué de filmer des combats, hein, on est d'accord. Il suffit pas d'avoir un bon chorégraphe pour faire un bon combat. Mais je pense que ça aide beaucoup, et le fait qu'il ait engagé Yuan Whooping, c'est un gros avantage pour le film. On retrouve la qualité des combats de Yuan Whooping, mais en même temps, filmé avec la sensibilité d'un Wong Kar-wai. Cette focalisation sur les éléments, sur l'eau, sur la fumée, finalement, c'est une approche presque sensuelle en fait du combat. Je pense par exemple à la scène du train et la manière dont est mise en scène Zhang Ziyi pendant ce combat-là, avec les éléments justement, c'est quelque chose d'hyper onirique et quasiment iconoclaste en fait. J'aime beaucoup ce combat. C'est l'approche de Wong Kar-wai, aidé par des grands professionnels. Il peut nous donner des scènes d'action qui sont pas des scènes où en fait t'es en train de dire fuck yeah, comme devant un Donnie Yen par exemple, où tu dis oh putain comment il a dû lui faire mal là. Tu reçois le spectacle complètement différemment. C'est des combats qui dégagent en fait très peu de brutalité. C'est ça que je trouve très bon en même temps. Et puis ça reste des combats d'une très grande qualité, mais c'est pas des combats avec lesquels tu vas te faire des best-of YouTube. Non, du tout. Ils perdraient complètement leur consistance. Il faut se mettre dans un état d'esprit vraiment pour apprécier son film. Il faut accepter cette temporalité élastique, il faut accepter un récit qui soit un peu confus, un peu désordonné, parce que Wong Kar-wai va plus suivre ses émotions, va plus suivre les sens, va essayer de faire ressentir des choses plutôt que suivre une structure classique de scénario. Juste pour terminer, on parlait de cette fameuse scène de la gare. Et petite anecdote justement que j'ai déterrée, c'est que par rapport à Wong Kar-wai et au mystère qu'il aime entretenir, c'est qu'en fait une photo du décor avait filtré sur internet après le tournage de cette scène-là. En fait, il a tout fait sauter, il a fait reconstruire la gare de manière différente et retourner la scène pour qu'en fait la photo qui est filtrée devienne caduque, quoi. T'imagines pouvoir faire ça? Ça fait tellement partie du personnage de Wong Kar-wai que c'est pas étonnant. C'est un film qui est vraiment à l'image de son auteur quasiment, de son réalisateur en tout cas. Mine de rien, c'est pas le film de kung-fu du vendredi soir, c'est vraiment un film exigeant. C'est un cinéma exigeant, et je me dis peut-être que le plus facile pour rentrer dans le cinéma de Wong Kar-wai, c'est peut-être The Grand Master justement, parce qu'on reste dans un film de kung-fu, et donc si on a du mal avec ce type de cinéma, commencez par The Grand Master, ça permettra de savoir jusqu'où vous pouvez tolérer cette façon de filmer, cette façon de raconter, parce que c'est très particulier. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être allergiques, beaucoup de gens qui peuvent adorer. Vous pouvez m'appeler Yip Man, ou même le vieux Yip. Toute ma vie, j'ai cherché à parfaire ma connaissance du kung-fu. Mais l'issue du combat reste entre les mains des dieux. N'est-ce pas vrai? Eh ben on va essayer de parler de ce qu'on en retire de ce film, de son impact et tout ça. Alors déjà, c'est un film qui a plutôt bien marché en termes de box-office, mais surtout, c'est quand même presque un film de festival en fait. Il a été présenté très tôt à Berlin, donc dès 2013, multinommé, donc meilleur costume et meilleure photo aux Oscars 2014. Ce qui est finalement pas étonnant non plus, hein, parce que c'est un film, comme on disait, qui a des qualités techniques et artistiques absolument extrêmes. Ouais. Le film est magnifique à ces deux niveaux. Ouais, alors meilleure photo, c'est vraiment pas immérité. Meilleure photo, ça a été gagné cette année-là par Gravity, Emmanuel Lubezki. Je peux comprendre, ouais, c'est pas la même approche, mais je peux comprendre. Et en fait, c'est son dernier film, quand on y pense là, c'est son dernier film en date en fait. C'est son dernier film en date. Alors c'est quelqu'un qui a réalisé beaucoup de courts-métrages, Wong Kar-wai, et qui fait beaucoup de pubs aussi. Donc c'est possible qu'il ait fait des choses entre-temps, mais c'est vrai que depuis donc 2013, ça fait un petit moment quand même, il a pas sorti de nouveaux films. Et il a fait quelque part le film a priori qu'il avait quand même toujours voulu faire, puisque ça fait longtemps qu'il voulait parler de cette histoire-là et faire un film de kung-fu. D'où la longue période de gestation, d'autant plus que si c'est un cinéaste qui déjà aime prendre son temps, je comprends que le projet d'une vie, parce que souvent les cinéastes, j'ai tendance à remarquer ça, les grands réalisateurs qui disent c'est un projet que je porte en moi depuis
depuis des dizaines et des dizaines d'années, voire depuis que je suis tout jeune, ont tendance à être des très mauvais films. Et je suis content de pouvoir dire que The Grandmaster n'est pas un très mauvais film. Non, c'est loin d'être un très mauvais film. C'est pas le meilleur film de sa filmographie. C'est un film vraiment bizarre pour lui. C'est quelque chose qui jure quasiment avec le reste de sa filmo. Je sais pas quel cinéaste serait complètement inattendu. Je sais pas, Jean-Luc Godard qui sort un film de Kung Fu. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça aurait été assez inattendu, tu vois. On en est presque là. La traînée que va laisser The Grandmaster, je pense pas que ça va être quelque chose qui va rester forcément dans les mémoires, puisque dans l'imaginaire collectif, tout ce qui est interprétation de la légende de Ip Man, c'est principalement les films de Wilson Yip ou les films avec Donnie Yen. Alors j'ai pas vu je sais pas si tu t'es infligé celui avec Anthony Wong. Je m'étais dit que j'allais le faire et finalement j'ai pas eu le temps et je pense que j'en avais pas vraiment envie finalement. Non, je pense pas. Non. Mais effectivement c'est pas celui dont on va se souvenir, d'autant plus que les films de Wilson Yip avec Donnie Yen, il y en a eu 4, donc bon, rien que par le nombre déjà, il y a plus de chances que vous soyez tombé sur un Ip Man avec Donnie Yen que avec Tony Leung Chiu-wai. Et puis voilà, c'est des films populaires. Typiquement, ces films-là, on va les appeler des films de Kung Fu. C'est ça. On peut pas appeler The Grandmaster un film de Kung Fu. Clairement pas. Donc c'est normal que ce soit ceux-là qui aient le plus de succès et qui vont le plus rester ancrés dans l'imaginaire collectif, d'autant plus que Donnie Yen ne démérite pas dans le rôle de Ip Man. Mais si on devait faire un Ip Man versus The Grandmaster, on a en face Tony Leung, qui est le premier acteur hongkongais, voire chinois, à avoir eu le prix du meilleur acteur à Cannes. Puis c'est un des acteurs les plus talentueux de sa génération et un des plus talentueux de l'histoire du cinéma chinois. Donc c'est pas n'importe qui, quoi. Je vous félicite. Nous avons tous pu juger de votre valeur. Mais attendez-vous à rencontrer de nombreux obstacles. Ne vous laissez pas décourager. Persévérez dans la voie que vous avez choisie. Et n'oubliez jamais que la flamme ne doit pas s'éteindre avec vous. Bah écoute, je pense qu'on va pouvoir terminer par faire nos petites recos, c'est-à-dire qu'on va créer des liens comme la dernière fois. On va essayer de voir ce qui pourrait se rapprocher de The Grandmaster. Oui. Alors dans la filmo de Wong Kar-wai, on l'a déjà assez dit, si vous cherchez un équivalent The Grandmaster, ça va être un peu compliqué. Ouais, parce que c'est tellement inhabituel comme film. Personnellement, j'ai du mal, même dans la propre filmo de Wong Kar-wai, ça me vient pas, mais c'est ce qui donne le caractère unique du cinéma de Wong Kar-wai, c'est qu'il est inégalable d'une certaine manière, donc ça va être dur de lui trouver un équivalent. Bon, on va être d'accord sur le fait que tu recommandes pas les Cendres du Temps, alors. Non, ce fut un visionnage très difficile. Je regardais quoi comme je disais, il reste 10 minutes, alors pourquoi j'ai l'impression que ça fait une demi-heure que les 10 minutes auraient dû passer? C'est pas un film qui est inintéressant si vraiment vous découvrez que vous aimez Wong Kar-wai. D'accord. Personnellement, pour moi, j'ai pas un amour énorme pour le cinéma de Wong Kar-wai, c'est un cinéaste que je respecte parce qu'il tente des choses incroyables, il a eu des grandes réussites. Ces films demandent une assiduité que je n'ai peut-être pas. Bon voilà, si vous avez apprécié le duo Wong Kar-wai Tony Leung, il y a des choses super à voir dans cette filmo, mais voilà, ça sera vraiment pas dans le même mood. Si on va reprendre le titre, t'as vu ça? C'est beau. Il fallait replacer In the Mood for Love, c'était très beau. Voilà, sinon si on parle de la légende de Ip Man, évidemment vous avez un paquet maintenant de déclinaisons qui se valent pas toutes, on l'a déjà dit, on vous a parlé des films avec Donnie Yen qui sont des films de kung-fu qu'on peut très facilement assimiler. Il y a d'autres dérivés qu'on a pas vu, en tout cas dans mon cas je les ai pas vus. Tu m'avais mentionné Master Z. Mais ça c'est un spin-off de la saga de Wilson Yip. Bon, regardons The Grandmaster, alors c'est un peu particulier, mais j'ai beaucoup pensé à The Age of Shadows de Kim Ji-woon. Ouais, je vois très bien, avec Song Kang-ho. Avec Song Kang-ho, et qui est un excellent film qui se passe pendant l'occupation japonaise. Alors, il y a des échos justement par rapport à The Grandmaster, et on va suivre le destin de plusieurs espions qui essaient d'échapper justement au gouvernement en place, et qui est magnifique visuellement aussi. Enfin, en voyant The Grandmaster, j'ai repensé à The Age of Shadows. Pour moi, c'est le lien le plus direct finalement que je puisse établir. C'est assez dur en fait d'établir un lien, comme tu disais, assez direct entre The Grandmaster et d'autres œuvres, parce que c'est pas quelque chose en fait d'hyper courant dans le cinéma, je trouve, chinois, et encore plus dans le cinéma de Kung Fu. Peut-être regarder du côté de chez Zhang Yimou pour avoir peut-être des films un peu plus contemplatifs, un peu plus oniriques. Ouais, c'est vrai. Déjà historiquement, on n'est pas dans le même contexte, mais ça pourrait par moments s'en rapprocher. Non, c'est vrai que t'as tout à fait raison de citer Zhang Yimou, parce que il y a effectivement une sensibilité qui est moins exacerbée, qui permet de faire le pont. Je dirais, l'idéal, c'est, si vous passez de Ip Man, de Wilson Yip, et que vous souhaitez arriver à The Grandmaster, peut-être faites-vous un Zhang Yimou entre les deux, voilà, genre Le Secret des Poignards Volants ou Hero. Disons qu'on peut avoir une approche du Kung Fu qui est plus romanesque et romantique, qui pourra ramener tranquillement vers The Grandmaster. Exactement. Voilà, écoute, si t'as rien à rajouter, je pense qu'on est bon pour cet épisode-là. Pour moi, c'est bon. Ben, merci à tous. Alors, on vous rappelle que vous pouvez réécouter notre premier épisode également qui était consacré à Hardboiled de John Woo, où on avait déjà parlé pas mal de Tony Leung. Et sinon, on va vous souhaiter à tous une bonne soirée, une bonne journée. Le temps n'a pas d'importance, on est sur Internet. En tout cas, un bon courage parce qu'on est toujours dans une période un petit peu compliquée. Erwan, à plus tard. À plus tard, et pour le prochain épisode,
On parlera encore de cinéma HK, ou chinois, ou asiatique. Ce sera la grande surprise. Voilà, ce sera la grande surprise parce qu'on n'a pas encore décidé du sujet. D'ici là, portez-vous bien, puis surtout continuez à regarder des films HK. À plus tard. Salut. Salut tout le monde. Enseigner, c'est notre raison d'être. Vous avez écouté Hcast, un podcast de Marvin Montes et Erwan Kirok avec Micro Stockholm. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous, partagez le podcast et n'hésitez pas à mettre des étoiles et des petits commentaires sympas pour nous soutenir.